Et je suis ému parce que je lutte contre ça tous les jours et du coup, ça m'interpelle. Faut que je sorte. La responsable HSE, je pense qu'elle est en train de préparer sa DEM, tu vois. Sonne 50 ouvriers dans un avion et tu craches à l'avion. C'est ce qui se passe tous les mois en France. Sauf que c'est pas aussi violent que ça. Donc c'est un peu dans la différence. Les gens sont précis, ouais. Tu meurs pas tout de suite. Hein. Moi, à ma mort, il faudra faire la fête. Parce que ça fait partie de la vie. Et je lui dis, écoute, si tu veux venir un jour, mon père il habite à Saint-André-des-Eaux, il habite Saint-André-des-Eaux. Et mon nouveau meilleur pote, il habite à Saint-André-des-Eaux. Je dis souvent en formation, mais finalement c'est la vie. La vie, c'est une sorte de décision. Quelle décision tu prends? Chez vous, vous avez des montres, chez nous, on a le temps. Ouais. Parfait. On s'en fout de l'âge, mais alors royalement, quoi. Ça, c'est sûr. Si tu devais te donner un âge. Ah ouais. Mais quel âge as-tu, en fait? Enfin, c'est l'âge que tu te donnes, c'est toi, c'est dans ta tête, en fait. Exactement. Bien sûr que le physique, c'est ton véhicule, c'est ton véhicule terrestre. Comment tu entretiens ton véhicule? Voilà, déjà, est-ce que tu te respectes? Et puis après, si tu t'entretiens, si à l'intérieur tu te mets le programme de tes 20 ans et tes 25 ans. Le qui je suis va être plus important par rapport à l'âge, hein, c'est sûr. Bienvenue sur Point Break, l'émission où nous donnons la parole à des personnes inspirantes, des Ligériens, des personnes du Pays de Ré et jusqu'à la Côte d'Amour. Et justement aujourd'hui, nous passons en Nord-Loire avec notre invité de qualité, Jacques Rambaud. Comment vas-tu, Jacques? Ça va très bien, Romain, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Alors tu vas nous partager pendant l'émission tes projets, tes envies, tes échecs. Tu es consultant en management. Exact. Chez Sésame Conseil. Tu es papa, plusieurs fois. Tu aimes la rigolade, tu as une énergie débordante, tu es engagé dans des associations professionnelles, personnelles, à titre personnel. Tu aurais pu être pompier de Paris. Est-ce que pour toi, la vie est un jeu? Si on considère que jouer, c'est se marrer, passer des bons moments, prendre des décisions pour que ce soit le plus sympa possible, on peut dire que c'est un jeu. Après, c'est un jeu, faut que ce soit positif, quoi. Pas un mauvais jeu, tu vois. Il y a perdre et perdre définitivement. Okay. Sans être éliminé, quoi. Après, on peut refaire une partie. On peut refaire une partie. On n'a pas, c'est pas grave. Okay. Tant que c'est pas, on sort pas du game, quoi. Faut rester dedans, quoi. Et se marrer. Ton métier, qu'est-ce que c'est? Parce que consultant en management. C'est du vent, là. Pour l'instant, c'est que du vent, dire ça. Okay. Ouais. Moi, mon métier de base, c'est la santé sécurité au travail. Donc, c'est-à-dire que pour faire simple, pour pas passer trop de temps, quand les gens vont bien, ils travaillent bien. Et moi, je suis issu de l'industrie du pétrole où on travaillait sur les accidents du travail. Et puis au fur et à mesure du temps, ça c'est resté, plus la performance entreprise associée aux gens. Et de plus en plus, on parle aussi de qualité de vie, l'état d'esprit des collaborateurs et autres. Et voilà, donc moi je travaille autour de ça, c'est un sujet très très large. Et pourquoi management? Parce qu'on met en place des systèmes auprès des managers, des directions, et aussi auprès des équipes opérationnelles, pour que elles entre elles puissent collaborer, ce qu'on appelle de plus en plus des vigilances partagées, quoi. Chacun prend sa part pour que ça se passe bien pour tout le monde. Donc c'est un vaste sujet. Les gens qui vont bien travaillent bien. Des fois, ça aboutit à des certifications, mais la certification, comme disait mon ancien patron, c'est la cerise sur le gâteau. Ce qui nous intéresse, c'est de mettre en place un gâteau pour que les gens performent. Et puis, du coup, l'entreprise performe aussi, quoi. Donc quand tu dis ton ancien patron, toi, tu es devenu gérant de Sésame Conseil? Oui, exactement. Moi, j'ai racheté le cabinet il y a 4 ans bientôt, là. Je l'ai racheté à Brieux qui était mon ancien boss. Je l'ai embauché, c'était cool. Et puis lui, il a arrêté son activité professionnelle. Donc il a pu me transmettre ce qu'il devait me transmettre. Il a fait son taf. Et puis voilà. Donc maintenant, je suis à mon compte. Je travaille tout seul. J'ai pas de salarié. Des fois, on me pose la question, t'as des salariés, pas de salariés, t'en veux pas. Je préfère valoriser les consultants qui eux-mêmes sont indépendants pour les faire travailler. Et puis j'avoue que aujourd'hui j'ai des clients assez fidèles qui veulent travailler avec moi, donc j'ai pas cette contrainte-là, quoi. Donc pour qu'on soit bien clair, c'est quoi ton type de client? Tu travailles dans l'industrie? C'est quoi? C'est des grosses boîtes? On va dire 90% de l'industrie et un peu de médico-social. Je travaille dans une association d'EHPAD sur Nantes, par exemple. On pourrait dire accident du travail, EHPAD, qu'est-ce qu'il fait là? Il y a beaucoup d'accidents du travail, mais il y a surtout des vrais sujets sur la qualité de vie des aides-soignantes et compagnie. Ça s'est accentué avec l'époque Covid. Et puis dans l'industrie, c'est tout petit et très très gros. De l'industrie, ici, on a un bassin d'emploi assez intéressant avec la navale, l'aéronautique, le pétrole, l'industrie au niveau national, la pharmacie, le nucléaire. Enfin voilà. De toute façon, c'est pas compliqué. Quand il y a des gens,
il y a un truc à faire. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les gens. Donc, qu'importe le produit final qu'ils ont, ce qui m'intéresse, c'est travailler avec eux et pour eux, quoi. Voilà, c'est vraiment cette notion-là que j'essaie d'avoir partout. Et que ce soit une petite boîte de 5 personnes ou de 15 000 personnes, ce sont des gens. Donc en fait, si on s'intéresse aux gens, c'est juste que c'est plus difficile de choper 5 personnes sur 15 000 que 5 sur 5. Mais c'est l'ambition en fait que j'essaie d'avoir partout, quoi. D'avoir le même comportement, quoi, qu'importe les tailles d'entreprise. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager une expérience récente? Ouais, effectivement, parce que alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'interviens sur 3 axes. Soit j'interviens sur des audits d'entreprise, donc je vais aller rencontrer des managers, des directions, des opérateurs, échanger avec eux pour capter ce qui va m'intéresser, c'est leur niveau de culture en centre de sécurité, leur capacité à prendre des bonnes décisions. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui domine les sujets, c'est la capacité à prendre des bonnes décisions. Ça va être des audits. Après, il y a la formation. On va former des managers ou des opérateurs ou des directions. Et on va même commencer par la direction, puis manager, puis collaborateur. À chaque fois qu'on m'a fait former des collaborateurs sans passer par l'étape d'avant, les collaborateurs disaient « mais au-dessus, est-ce qu'ils ont été formés ?» Et donc aujourd'hui, on sait qu'effectivement, il faut que tout le monde soit vraiment dans cette démarche. Et puis enfin, il y a la partie conférence, où la conférence, on rencontre un grand groupe d'individus. Ça va de, je sais pas, 50, 100, 200 personnes plus. Pendant 1 heure, 1 heure et demie, là, on doit être très, très efficace dans le message. Vraiment, l'idée, c'est qu'à la fin, les gens, on accentue ce qui marche bien, on valorise leurs bons choix dans une journée en matière de préservation de santé et sécurité, et on met une petite graine pour les changements de comportement. En ce moment, on travaille beaucoup sur... la dernière fois, je suis venu à Rouen, j'ai fait une conférence avec un collaborateur, un mec que j'ai rencontré chez moi, qui est un gars de la Brière. On peut parler de Brière ici, parce que je pense que les auditeurs, ils connaissent très bien la Brière. Moi, je suis un vrai Briéron. Et en fait, j'ai un gars dans mon village que j'ai rencontré à la kermesse de ma fille, qui est en fauteuil. Et tu vois, en discutant avec lui, on travaille toute la journée ensemble. Et puis à un moment donné, je lui dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et il me dit, accident de travail. Il me raconte ça à moi, sans savoir que c'est mon taf, ça. Et je suis ému parce que je lutte contre ça tous les jours et du coup, ça m'interpelle. Et il commence à m'expliquer, je lui dis, arrête, il faut que tu en parles à plus de gens. Est-ce que ça t'intéresserait de faire une conf? Donc il est venu avec moi à Rouen, on a fait une conférence, je l'ai invité. J'ai pu aussi vivre ses contraintes à lui en fauteuil, à l'hôtel, machin, c'est des trucs de fou. On pense connaître ça, mais on est vraiment hyper en retard. Et donc il a pu témoigner de son accident auprès de direction d'entreprise et de managers. Ça, c'est typiquement quelque chose qui me plaît beaucoup parce que plus ça va réveiller les consciences ou conforter les consciences, plus j'ai atteint mon objectif. C'est vraiment ça. Donc toujours bienveillant, sans rentrer dans la morale, c'est trop facile de faire la morale, et en prenant en compte les contraintes industrielles. Une industrie, elle doit quand même produire, être rentable, et c'est pas incompatible. Et d'ailleurs, les chiffres ils sont très clairs aujourd'hui au niveau national et international. Les sociétés qui performent le plus en sécurité, donc qui ont le moins d'accidents, moins de turnover, etc., ce sont aussi les sociétés qui performent économiquement le plus. Donc la discussion, elle est claire. Donc mon travail, ça va être faire évoluer ou conforter les consciences autour de cette notion de vigilance partagée dans les entreprises. Tu parlais tout à l'heure de ta sensibilité avec les personnes handicapées. Je sais que tu fais partie d'une association, les Ailes de Caranas. Oui, c'est une association qui a déjà quelques années. À l'époque, elle a été créée parce qu'il y avait un parc à Saint-Henri-les-Eaux qui s'appelait Caranas, qui est un parc ornithologique qui a été créé par mes parents. Et nous, on a la chance de grandir dans cet environnement-là. Et mes parents, très très jeunes, avant même que l'on soit nés avec mes frères et sœurs, étaient engagés autour du handicap. Et donc, un peu naturellement, nous les enfants, on a grandi là-dedans. On a eu la chance d'avoir une relation avec le handicap très facile, très simple, en mettant tout au même niveau. J'ai moi-même une grande sœur avec une hémiplégie. Et tu vois, ma formule est intéressante, c'est elle qui m'a appris cette formule-là. Je ne suis pas hémiplégique, je suis une femme avec une hémiplégie. Quand tu as des gens autour de toi qui t'apprennent à raisonner comme ça, tu grandis en tant qu'homme. Et on s'est dit, tiens, il faudra qu'on apporte quelque chose aussi. Et donc, quand les Ailes de Caranas a été créées aussi pour soutenir ces valeurs-là, on n'a pas fait pour le handicap, mais on a ouvert aux gens en situation de handicap ou des maladies rares. Donc ça existe toujours. On a eu des périodes un petit peu plus basses d'activité avec le décès du papa il y a quelques années, qui a un peu freiné les choses. On a quand même réussi à faire de beaux événements. Et puis, Pornichet, notamment. Ouais, exactement. On avait organisé un grand concert au Quai des Arts, là, à Pornichet, avec une troupe qui s'appelle l'Arsène, qui est une troupe locale, super engagée sur ces notions-là.
Donc voilà, donc la relation handicap, elle est là. On a encore beaucoup à faire dans notre pays. Mais faut en parler. Finalement, c'est assez simple de trouver des choses simples à mettre en place autour de ça. Et pour la petite histoire, avec Romuald, qui est venu témoigner à la conférence de Rouen, je lui ai demandé si vous, pour la contribution, quoi, lui savoir si vous voulez voilà, un contrat, etc. Il me dit non, ça va me faire du bien aussi. J'ai dit, écoute, très bien, on va réfléchir à ça, mais il faut qu'on trouve quelque chose. Et en fait, on a décidé tous les deux, on va faire un don là, à l'école de nos enfants autour de l'inclusion. C'est-à-dire que voilà, on va faire un don à l'école. J'avais rendez-vous cette semaine avec l'OGEC, justement, de l'école de Saint-Liphard, qui est super content de l'initiative. Et puis, on va les accompagner sur les idées autour de l'inclusion. Il n'y a pas que la mobilité d'handicap, hein, il y a plein de handicaps chez les enfants en France. Donc voilà, cool, sourire, bon moment, de la rigolade, et puis on aide les autres. C'est un peu ma philosophie là. Avec ça, t'as la complète là. La rigolade, du partage, Ouais. et on s'y retrouve. Tout le temps. À travers l'association Les Ailes de Caranas, vous mettez aussi en valeur la maladie de Randy Osler. Ouais, exactement. Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Alors c'est en fait, la maladie de Randy Osler, c'est une maladie rare qui touche 10 000 personnes. Ouais, 10 000 personnes à peu près en France. Et rien que dans ma famille, de vivants ou décédés, je ne sais plus, c'est peut-être une quinzaine de personnes concernées. C'est génétique, donc en gros, hein, j'ai eu ma grand-mère, ma maman, ma sœur, ma nièce. Alors là, je cite que des femmes, mais on a aussi des garçons. Et d'ailleurs, cette maladie, elle touche aussi bien les femmes que les garçons. Et c'est une maladie qui va générer un certain nombre de problématiques au niveau du sang et de l'oxygène associé. D'accord, ça va créer des formes d'angiomes ou des amas de sang, soit visibles, par exemple sur le lobe de l'oreille ou autre, soit invisibles au sein de l'organisme. Et ça peut être très dangereux parce qu'il peut y avoir des ruptures et générer des hémorragies internes. Ça arrive dans les poumons, au niveau du cerveau ou autre. Donc étant très concerné, parce que on a la maman qui est concernée, ma sœur, ma nièce, etc. Avec les Ailes de Caranas, on avait donc prévu un concert avant Covid. Il y a le Covid, on n'a pas pu le faire et on a profité de la réouverture de tout ça pour aller au bout de ce projet-là avec l'Arsène. Voilà. Entre-temps, mon papa est décédé, donc il n'a pas eu la chance de tout voir ça. Mais ça a donné une symbolique émotionnelle forte. Mais il aurait été, je suis sûr d'où il est super content qu'on ait pu faire ça. Et on avait récolté 10 000 € qu'on a pu donner à l'AMRO, qui est l'association pour la lutte contre la maladie de Randy Osler. Ok, donc on peut retrouver tout ça ouais, sur l'AMRO, tapez AMRO, A-M-R-O, là. Exactement. L'idée, c'est à la fois de récolter de l'argent et en parler, parce que vu que c'est rare, il y a des gens parfois qui ont des saignements de nez, par exemple, qui ne savent pas que c'est lié à ça. Et peut-être qu'en venant, ils disent « Ah putain, mais je connais quelqu'un, voilà. » Et donc, ça peut aider une personne. On est en pleine réflexion pour refaire un concert, là. Okay. Là, on va relancer, on va voir pour motiver les troupes. Ok. À quel moment ce serait 2026. Ok. Ouais, on verra, on va voir. Mais on profiterait de 2026, ouais. C'est noté dans les tablettes. Ok, j'espère pouvoir revenir ici, t'en parler. Okay. Toi, tu es originaire de Saint-André-des-Eaux. Tu as grandi dans la nature. Ouais, totalement. Comme un sauvage. Non, ça va. On a grandi en Brière, on est de Saint-André-des-Eaux, effectivement. Donc j'ai une grande sœur qui a 3 ans de plus, puis j'ai mes petits frères. Donc ma grande sœur, c'est Aude. Après, j'ai Marc et Paul, qui ont 4 ans et 5 ans de moins que moi. Donc en 8 ans, il y a eu 4 enfants. Donc voilà, on a grandi à Saint-André et on a vraiment grandi là tout le temps. On n'a connu que ici, enfant. Donc tu as un fort attachement à la Brière et la nature. Ah ouais, je suis un peu... Les oies qui s'envolent le matin. Ouais. Nous, on a grandi franchement, dans un paradis, quoi. Déjà, près du marais de Brière, moi, j'ai grandi dedans. On allait tous les dimanches avec mon père en chaland. On dit bien chaland, hein, c'est important. Hein, chaland, perche, il y a un jargon, hein, tu sais bien, Romain. Ouais, ça reste toujours un lieu d'apaisement et de paix tout le temps. Voilà. J'ai eu des difficultés à retourner avec le décès du papa, tu vois, parce que ça évoquait trop ça. Et donc maintenant, j'emmène des gens. C'est plus facile pour moi d'emmener des gens que d'y aller tout seul. Mais je leur fais partager et souvent ils ressentent l'émotion. Moi j'ai grandi là, plus le parc Caranas, évidemment.
4 hectares d'étangs, d'oiseaux, de nature. Où les élèves venaient visiter Ouais, je pense que là, quand on était petit. là, vraiment, en local, là, il y a plein de gens qui nous entendent et qui sont venus visiter Caradas. À chaque fois que je vais quelque part, les gens me disent ah, j'y allais quand j'étais petit et tout ça. Et voilà, ils ont des anecdotes sur le parc, c'est cool. Et puis ils sont revenus, hein, il y avait vraiment une grosse population d'enfants ouais, qui venaient. Ouais. Tu m'as raconté brièvement que tu avais volé en ULM. Ouais. Je veux bien que tu nous le partages. Bah, écoute, je te raconte ça parce que franchement, c'est un truc incroyable. L'été dernier, ma femme me dit tu vas faire quoi cette semaine pendant les vacances d'été? Je dis bah, je sais pas, chérie, qu'est-ce qu'on fait? Je dis bah, je sais pas, moi j'aurais repris le boulot et j'ai mis les enfants à garder. En gros, elle me dit t'es libre. Ouais. Alors je réfléchis, me dire ça à moi, tu sais, je suis tellement actif, je suis fou. Je dis ah, quoi, je suis libre une semaine, voilà, qu'est-ce que je vais faire une semaine? Au début, Je fais des pompes. Ouais. Au début, je lui dis. Non, c'est pas ça. Alors je lui dis, j'ai une idée en tête, puis voilà, donc toi, je lui dis ouais, je pensais aller à Ibiza avec des potes pendant une semaine, ou aller en Auvergne en moto, tranquille, aller voir mon ami qui vole avec des oies avec son ULM. Ouais, va en Auvergne, c'est mieux qu'Ibiza. Bon, bref, j'avais pensé à ça, et puis on a été voir mon frère en Angleterre, un de mes frères qui vit en Angleterre, Marco, et j'en parle à ma mère, je lui dis, écoute, j'aimerais bien aller voir Christian. Donc Christian Moulec, c'est le gars qui volait avec un ULM avec les oies, c'est le premier gars qui a fait ça en France, Ok. et qui est un ami de la famille, qui était un très bon ami de mon papa. Et mon père n'avait jamais pu voler avec ses oies. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que j'aille faire le truc qu'il n'a pas pu faire. Donc je suis parti tout seul avec la Harley. Je suis descendu à Aurillac et j'ai passé 4 jours avec lui. Le matin, on se levait très tôt, 5 heures, on allait s'occuper des oies. En fait, tous les jours, il y a des gens qui viennent voler avec les ULM ou un ballon, là, une montgolfière. Et le dernier jour, un temps exceptionnel. Et j'ai eu la chance de pouvoir voler avec lui, avec des bernaches nonnettes, qui étaient les petites fillottes des bernaches de Caradas. Ok. Et presque la boucle est bouclée, quoi. Tu vois. Et puis, quand mes enfants ont su ça, mes petites, là, elles ont voulu envoyer un petit message à leur papy, qui est au ciel, tu vois. Donc, j'avais un petit papier, papy, on t'aime, voilà, filmé et tout, super, incroyable. Exceptionnel. Et ça, c'est un moment pas qui te change un peu, mais qui conforte un peu ce que t'es. C'est Ouais, un moment de grâce. ouais, avec une très belle émotion, hyper sain. Ça fait tellement du bien. Et j'ai vu les gens descendre de l'ULM pendant 3 jours à chaque fois, et qui n'avaient pas l'histoire que j'avais, qui avaient leur propre histoire. Ouais. Et ça provoque ça, ouais. Ah, c'est fou. Ouais. Incroyable. Donc, tu as fait des études sur Saint-Nazaire, le Ouais. lycée, puis après, tu as fait quoi? Après, je suis parti. Alors, moi, ce qui est assez cool, c'est que je savais très tôt ce que je voulais faire. Ok. Alors, c'est pas le métier que je fais aujourd'hui, même s'il y a un lien. C'est-à-dire que je voulais être, tu vois, tu l'as dit tout à l'heure, je voulais être pompier, et précisément pompier de Paris. Et donc, j'avais rencontré des professionnels qui m'avaient dit, bah voilà, il faut que tu fasses un bac scientifique, il faut que tu fasses des études en hygiène, sécurité, environnement. Ouais. Et c'est le chemin normal pour prétendre passer le concours, etc., etc. Et en fait, une fois que j'ai compris le parcours, eh ben moi, j'ai foncé là-dedans. Et toi, son objectif, c'est la première fois, j'avais un objectif assez tôt, professionnel. Pourquoi pompier, tu vois, un peu le truc, aider les autres, machin, la souffrance, machin, voilà. Et puis, donc, je fais mes études, je passe du temps au lycée, je te le cache pas. Pourquoi? Parce qu'il voulait me mettre dans des premières, je voulais pas, il me fallait que je fasse. Il m'avait dit première S, c'est première S. Donc, j'ai redoublé pour faire ma première S. Après, je passe le bac et je suis pas pris dans l'école que je voulais. Je redouble. Bon, du coup, je loupe mon bac aussi, je suis un peu moins motivé, je te cache pas. Mais je savais tellement que je voulais que je redoublais pas par échec, je redoublais pour atteindre mon objectif. Reculer pour mieux sauter. Ouais, exact. Et donc, je découvre, je vais faire mes études au Havre, en hygiène, sécurité, environnement. Et là, je découvre un mot que je ne connaissais pas, qui s'appelle la prévention. C'est-à-dire que je découvre tout ce qu'on peut faire en amont pour qu'il n'y ait pas d'accident. Dans la vie professionnelle et aussi dans les accidents domestiques. C'est quand même 18 000 morts par an. Tu vois. Et j'ai dit, mais moi, ce que je veux, c'est pas venir quand les gens ont mal. C'est de mettre en place des choses pour qu'ils se fassent pas mal. Et j'ai fait un stage d'études dans des mini-carrières, environnement extrêmement dangereux. Ouais. Et ça m'a convaincu. Et je dis, ok, c'est ça que je veux faire. Je veux travailler dans la prévention. Même si je voyais bien qu'il y avait un côté moins concret. Toi, quelqu'un a mal, tu l'aides à avoir moins mal, tu le soigner, c'est mécanique, toi. Réparer une voiture, c'est mécanique. Ouais. Faire ton entretien pour pas qu'elle tombe en panne, tu dis, je peux peut-être attendre demain.
Tu vois? Et ben la prévention, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un truc que tu dois faire tout le temps, tous les jours. Tu sauras jamais si vraiment, grâce à ça, la voiture n'est pas tombée en panne ou s'il n'y a pas eu d'accident. Mais tu dois être convaincu que ça y contribue. Et donc, c'est comme ça que je suis venu. Donc, grâce à mon objectif de gamin, j'ai atteint un métier qui finalement était encore plus proche de ce que j'étais moi, quoi. Voilà, donc, j'ai fait ces études au Havre et j'ai arrêté. J'ai arrêté après mon IUT, hein, c'était un diplôme universitaire et technologique. Ouais. J'avais soif de travail, je voulais... Du concret, Ah ouais. travailler, Et donc j'ai... mettre en pratique. mettre en pratique. Et donc à l'époque, j'étais nageur sauveteur sur les plages de chez nous, hein. Ah ouais? Ouais. Je savais pas ça. Ah bah si, j'ai fait ça, là, à Où Saint- ça? À la Alors, Provence? j'ai commencé à Saint-Brévin-les-Pins dans un camping, Non. le camping des Pierres Couchées. Ok. Bah, Voilà, donc c'est tu vois, prêt. j'avais 18 ans, cours de natation, bébé nageur, animation, un truc complètement pour moi, hyper actif, à fond. Après, j'ai travaillé sur plage, au Croisic, à la Turballe, Ok. voilà. Et donc, j'ai passé mon diplôme, j'ai fait le mois de juillet sur les plages, mois d'août, je suis parti en vacances. Dernière grande vacances de gars qui ne taffent pas. Mm. J'ai dépensé les 3 sous que j'avais. Et septembre, je suis rentré, une annonce, un CV, un boulot. Et je n'ai jamais renvoyé de CV. Et donc, tu étais dans quelle boîte là? Dans une boîte de Saint-Nazaire qui cherchait des animateurs, coordinateurs sécurité pour la raffinerie, pour les travaux d'entretien et travaux neufs. Hyper formateur. Avec du recul, j'étais pas prêt à ces métiers-là, à ça, par rapport à mon expérience. Je te dis ça, j'ai 22 ans, quoi. Mais tellement formateur. J'ai rencontré des gens qui sont en retraite maintenant, des soudeurs, des tuyauteur, des électriciens, des calorifugeurs, tous les métiers qu'on a ici avec les chantiers et tout ça. Donc ces gars-là, ils m'ont fait grandir de dingue. Ça vaut plusieurs années d'études, ça. Tu as appris de leur expérience? Ils t'ont raconté des faits ou Ouais, tu es dans l'écoute? ouais. Beaucoup. Pour Et pouvoir- aussi les voir, pour comprendre. Toi, par exemple, en cours, on va te parler d'un texte de loi sur les obligations de l'employeur et compagnie, les obligations du salarié. Et là, tu vois la vraie vie. Tu vois un délai pour démonter un tuyau, tu vois les conditions d'intervention, tu vois qu'il pleut, tu vois qu'il fait froid, tu vois qu'il manque un gars aujourd'hui, tu vois que la machine, elle est en panne. La vraie vie, en fait. Et là, c'est y a rien de mieux. Et après, tu parles avec eux, et puis tu apprends. Ils te corrigent, hein. Ils te corrigent assez violemment, hein. C'était des gars de chantier, comment dire. Ouais. Mais c'est des vrais gars. Des vrais gars. Et je les revois, hein, je revois de temps en temps. Et je leur dis ça. C'est merci. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est marrant ce que tu dis parce que moi j'ai bossé, donc j'ai bossé en vidéo, j'ai fait quelques films, notamment dans l'industrie. Ouais. Et des fois, tu sais, tu te plains un petit peu de ton boulot, tu te dis, oh bah là, je vais dehors, il fait un peu froid, j'ai froid aux mains Ouais, quand je ouais. filme. Et puis là, tu vas bosser pour filmer des mecs qui travaillent en usine, il fait froid, ça pue, il y a une odeur, voilà, il y a de l'huile, du machin, ça sent pas bon. Il y a un bruit de dingue, tu mets les boules caisses, machin, tu t'entends pas. Tu te dis, mais attends, les gars, vous bossez tous les jours dans des conditions comme ça, les mains dans la graisse, le truc, et des produits machin chimiques, ils respirent des trucs, c'est pas top. Tu te dis, putain, tous les jours? Ouais, là, c'est dur. Là, tu te dis, ok, en fait, on fait pas Ouais. du tout le même Et des fois, le gars, métier. il te dit ah, mais aujourd'hui, ça va. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. que ton curseur, Ouais. il n'est pas au bon endroit, là. Bah non, t'es quand même calmé, tu rentres chez toi, tu dis à ta femme, non, mais en fait, moi, c'est facile. Le Et tu boulot, vois, par c'est rapport à ce facile. que tu dis, c'est ce que je fais dans mon taf, c'est-à-dire que régulièrement, très régulièrement, je suis au contact. C'est-à-dire que je ne suis pas dans des salles de conférence, salles de réunion en permanence. C'est impossible. Je pense que pour rester performant dans ce que je fais, ou essayer d'être performant, faut aller voir ce qui se passe. Toi, le gars, imagine, le gars il est en train de bosser. Tu connais pas sa journée. Il est sous une machine. Il lui fallait un joint de telle catégorie. Il a pas trouvé le bon joint. Il devait être 2. Il est tout seul. Non, mais il y a ça aussi. Il a passé une journée de merde. Ça doit repartir avant midi. Toi, tu arrives à 11h45, la bouche en cœur, et tu lui dis, elles sont où tes lunettes de sécurité? Et le mec, il a envie de t'éclater. Ouais. Et quand tu comprends ça, tu sais qu'il a pas ses lunettes et que peut-être il va se prendre un truc dans l'œil. La question n'est pas là. La question, c'est est-ce que ma manière de communiquer là, elle va correspondre à ce qu'il est en train de vivre depuis 5 heures ce matin, quoi. C'est pas possible. Ouais. Et ça, si tu vas pas auprès d'eux, tu sais pas. Et donc C'est- ça te permet de dire, ça va, est-ce que je peux t'aider? Très bien. Et là, tu vas pouvoir glisser à un moment donné. Fais gaffe, t'as vu, il a des produits. Ouais, c'est vrai, t'as un mec, ouais, t'as raison, Jaco, toc. Et en fait, ça se passe bien parce qu'on est d'abord dans l'écoute. Putain, j'enfonce des portes ouvertes, hein. Des fois, je dis, je suis au pays des bisounours, mais
Je crois en ça. Et comme par hasard, ça marche. Bien sûr. Moi, mes chantiers, ils se passaient toujours très bien comme ça. Donc, je donne des cours maintenant en audiovisuel à Subdecom. Ok. Je suis vraiment au contact avec eux. Le midi, je bouffe avec eux. Je reste dans la salle. Je fais une pause, machin, j'ai avec eux. Je prends les escaliers du bâtiment. Je prends les escaliers du bâtiment avec eux. Et tous les profs prennent l'ascenseur et tout. Je n'ai pas pris l'ascenseur pendant une semaine. Moi, je suis avec eux. Je suis tout le temps avec eux. Je suis avec eux, vraiment, je vais être au plus près parce que je veux bien comprendre comment ils fonctionnent, s'ils ont des questions. Donc, je vis avec eux et ça me permet de faire un bon job. Et ils sont contents. Ils sont contents de la semaine qu'ils ont passée avec moi. Ils ont appris des choses. J'ai répondu à tout. Voilà, je suis à 150% avec eux. C'est hyper important et en plus, l'intérêt, et ça je le transmets à des managers que je forme, parce que c'est ce que parfois on reproche à des managers. On leur dit ouais, ils viennent jamais nous voir dans l'atelier, voir ils disent pas bonjour. D'abord c'est pas vrai. Le bonjour il appartient pas au manager, il appartient à tout le monde. Tu peux aussi toi aller toquer à la porte du chef, on dit salut chef, il sera content. Mais en tout cas, quand on accepte d'aller voir les gens dans leur quotidien, le jour où on a un truc à leur dire qui est un peu moins agréable que d'habitude parce qu'il y a peut-être une coquille, un truc, bah, ils sont beaucoup plus disponibles à recevoir la remarque ou la petite critique parce qu'on a été aussi capable d'aller les voir au quotidien, être sympa, dire bonjour et autres. Donc ça facilite le moment qu'on appelle de la juste autorité. Parce que tu as été... voilà. Il y a une étude, hein, j'ai plus les références, qui dit que le bonjour, ça fait gagner 50% de temps sur la résolution d'un problème. Oui. En gros, le principe, c'est de dire ce chef est venu dire bonjour. Peut-être dans la journée, il va venir me voir parce qu'il y a un défaut sur ma production. Ouais. Et je suis déjà disponible parce qu'il est venu me dire bonjour. J'ai changé d'appart et de maison et d'appart, je sais pas, 10, 12, 15 fois, enfin pas mal de fois, entre Bordeaux. Et donc à chaque fois que j'arrive dans un nouveau lieu, j'ai toujours fait ça. Je vais voir les voisins. Première chose à faire, c'est que je vais voir les voisins. Je veux connaître mon entourage, je veux savoir à qui j'ai affaire. Et s'ils ont besoin d'aide, de quoi que ce soit, je suis là pour eux. Et si le jour où j'ai besoin d'aller toquer parce que j'ai besoin d'un œuf, d'un truc et tout, je peux. Et le jour où ça fait trop de bruit à côté, je peux me permettre de dire ouais, attends, là ça fait un peu de bruit demain. Ah ouais, c'est ok. Exact. Et eux pareil. Je leur dis voilà, nous on va faire du bruit et tout, il n'y a pas de souci. Donc j'ai tout de suite créé un lien et ça a toujours fonctionné, mais du tonnerre. Et c'est ça le côté gagnant-gagnant, tu vois. Ouais. Tu peux pas attendre de l'autre qu'il ait un bon comportement si toi t'es pas tout à fait exemplaire. Tu peux te tromper, mais je pense que là-dessus on se trompe pas en général. Ouais. Okay. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, d'être dans une entreprise, tu parlais de bruit, là, tout ça. Une entreprise très dans l'automobile. Entreprise extrêmement bruyante, il faut de l'emboutissage à froid et à chaud. Donc ça a du bruit, il y a la poussière, c'est vieux, le sol il tremble, tu as des grandes presses qui viennent faire un gros bruit, le sol il vibre et tout. Et moi, je suis en audit pour que les gens, ils veulent se présenter une certification en sécurité. Donc tu vois, ils sont en train de voir si... ils doivent pas répondre à la réglementation, ils doivent être au-dessus de la réglementation en termes de performance. Et donc, on est dans un petit couloir avec une grille. Tu as des presses qui sont en train de travailler. Donc, les presses, elles font la taille du tapis, là. Toi, elles font 3 mètres sur 3 mètres. Voilà. Et je passe. Et qu'est-ce que je vois? Je vois un mec allongé dans la presse. Je vois juste ses 2 pieds, toi. Je vois les pieds. Je vois qu'il fait du 42, toi. Je regarde la responsable hygiène, sécurité, environnement, le responsable de prod qui me regarde... La responsable HSE, elle a une petite larme là. Le responsable de prod, il dit je vais vous monter le tri des déchets là-bas. Je vois le mec qui veut m'emmener autre part. Je dis écoutez, on a un gars dans la presse, il y a sans doute une bonne raison, mais je voudrais juste être sûr. Oui, d'accord. Et donc, on rentre, donc on ouvre la grille, on rentre. Le gars, je lui demande excusez-moi, jeune homme, vous pouvez sortir. Le gars, il sort. Le gars, maximum, il a 20 ans. Toi, aujourd'hui, ma fille est née à 22 ans. Voilà, avec du recul. C'est un enfant, mais c'est un jeune adulte, quoi. Et le gars sort, c'est des gars que j'adore, c'est des gars qui bossent depuis qu'ils ont 15 ans. Alors je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de graisser parce que le système de graissage, il déconne, et du coup, faut régulièrement, tous les temps de cycle, on doit graisser. Ok. Très bien. Bon, t'es dedans, tu as sans doute des éléments que je n'ai pas, mais moi, je te vois dans une presse, j'ai peur, rassure-moi, qu'est-ce qui fait que t'es dedans? Il y a 2 raisons. Alors déjà, ça me rassure, je lui dis, il y a 2 raisons, cool. Il me dit, la première raison, c'est que quand la grille elle est ouverte, la machine ne peut pas se remettre en route. Je dis, ouais, mais ce qui sous-entend que le premier gars qui ferme la grille, ta machine elle est encore sous tension. Ah ouais, mais bon, ils font attention les gars. Bon, ta deuxième arme de protection, c'est quoi? Et le mec me dit,
Quand la machine se remet en route, elle fait du bruit. C'est-à-dire qu'il dit, faut que je sorte. Dans une presse. C'est-à-dire qu'il est écrasé, il n'y a plus le garçon, il n'y a plus rien, c'est éclaté. Et donc il m'explique ça. La responsable HSE, je pense qu'elle est en train de préparer sa DEM, tu vois. Le responsable de prod, il dit on va se faire défoncer sur le rapport. Et ça, c'est intéressant parce que je leur dis qu'est-ce que je note moi sur mon papier. Je note que vos procédures d'intervention sont pas respectées, qu'il n'y en a pas, que le gars n'est pas formé. Je mets ça. Bah oui, vous allez mettre ça. Je dis bah non, je vais pas mettre ça. Ah, qu'est-ce que vous allez mettre? D'après vous, je vais mettre quoi? Je voulais les faire réfléchir. Et je leur ai dit on est 50 dans l'atelier, ça ne gêne personne qu'on a un gars de 20 ans qui est dans une presse. C'est ça votre anomalie? C'est que ça gêne personne. Arrêtez de penser à que dit la loi, la mode opératoire et tout ça. Est-ce que vous metteriez votre fils là-dedans? Non. Bah, j'ai une nouvelle incroyable. C'est le fils de quelqu'un. Ah ouais, mais... Ah ouais, bah elle sort du coup. Et tu vois, c'est ça, réviser la lecture de la situation. Je te donne cet exemple-là parce que moi, il avait frappé, on est sur la jeunesse, on est tout ça, on entend beaucoup de situations d'accidents. En France, on est sur entre 2, 3, 4 morts par jour et 150 personnes en situation de handicap tous les jours en France à cause du travail. Tous les jours. Si je parle des morts, c'est comme si tous les mois, tu mettais 50 personnes, 50 ouvriers dans un avion et tu crachais l'avion. C'est ce qui se passe tous les mois en France, sauf que c'est pas aussi violent que ça. Donc c'est un peu dans la différence. Mais c'est exactement ce qui se passe. C'est pour ça qu'il faut réveiller la conscience à des moments comme ça. Et on utilise ces leviers de famille, de valeurs, de machin, d'affection, de côté précieux. Les gens sont précieux. Ouais. Donc de bon sens, tu les pousses à prendre du recul pour essayer de voir la chose un peu plus haute. Parce qu'évidemment qu'ils ont la solution dans leur tête. Bien sûr. Et la solution de posture, ils l'ont. C'est juste que ça, tu vois, l'entreprise, parfois, peut t'amener à raisonner différemment. On formait des gars pour rentrer à la raffinerie de Dange. Tu vois, il y avait des formations comme le niveau 1, niveau 2, risque chimique et tout. Et il y avait un monsieur qui était d'origine étrangère et qui donc avait des difficultés à comprendre le questionnaire. Et donc moi, je l'ai en off pour lui lire le questionnaire et prendre le temps qu'il comprenne bien chaque question. Et c'était pas une exigence de lire, écrire le français, juste de répondre. Et il y a une question qui était vous prenez du produit chimique sur la peau, brûlure chimique. Que faites-vous? Alors, il y avait plusieurs questions. A, rien. 2, B, j'appelle mon chef. C, j'arrose abondamment et je préviens un secouriste. Et le mec, il dit j'appelle mon chef. Alors, évidemment qu'il fallait arroser abondamment et appeler un secouriste. Alors je relis, je me dis j'appelle mon chef. Je lui dis t'as des enfants? Il me dit oui. Si ton gamin il se brûle, qu'est-ce que tu fais? J'arrose abondamment. Ok, oublie pas ta réponse. Si ton collègue il se brûle, qu'est-ce que tu fais? J'appelle mon chef. Et ce gars il est pas bête. Il est juste conditionné dans notre pays à ne pas prendre de décision. Il doit appeler le chef. Et c'était ça le sujet. Le sujet, c'est pas sa lecture ou la compréhension du français. C'était que le gars, il était conditionné à ne pas agir et à appeler son chef. J'ai débriefé avec lui et j'ai surtout débriefé avec sa hiérarchie en disant attention, hein, c'est bien gentil de déresponsabiliser ces gens-là. Ce gars, c'est un père de famille. Il a 4 enfants. Ne t'inquiétez pas, il va savoir réagir. Hein. Il a traversé toute la planète pour venir travailler ici. Il est courageux, hein, ne t'inquiétez pas. Hein. Et ça, c'était intéressant, toi. Ouais. Parce que nous, on aurait pu avoir une lecture de il est bête ou quoi, il comprend pas. On est trop bête, nous. On l'a conditionné à pas prendre de décision. Ouais. Et la question qu'il sort du contexte, il a la bonne réponse. Remettons dans le contexte professionnel. Et le gars, il se tenait droit aussi après. Je dis, bah, vous êtes un bon papa, maintenant vous serez un bon collaborateur. Les anecdotes pour en avoir, il faut rencontrer des gens. Hein. Ah bah oui. Donc moi, c'est le kiff absolu de ce taf-là. Ça fait 23 ans que je travaille. C'est des milliers de personnes rencontrées. Ouais. Tu as un magnétisme naturel, quelque chose qui fait que les gens sont attirés vers toi, qui ont envie de discuter, qui ont envie de te parler. Tu as une énergie de dingue. Le côté rigolade, le côté positif. On voit toujours le verre à moitié plein, toujours. Je suis plutôt comme ça. Et donc ça peut venir de ton éducation et je pense que c'est quelque chose qu'on apprend, ce qui fait que l'homme que tu es aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est des choses acquises à travers l'environnement et ton éducation ou c'est des choses tu es né avec ces compétences? Je ne sais pas si on pouvait répartir une proportion, mais je pense que la proportion de l'environnement et des gens qui m'ont entouré et qui m'entourent encore aujourd'hui, parce que heureusement je continue d'apprendre, je pense que c'est ce qui domine. Après, on apprend,
Est-ce que ça devient un acquis? C'est pas facile d'être toujours optimiste, hein. Un acquis, ce serait de dire Jacques est toujours optimiste. Non, Jacques essaye d'être toujours optimiste. Même si des fois il peut pleurer dans son lit, être démoralisé, puis y croire, mais pas longtemps. Parce que j'ai appris à positiver, à trouver qu'il y a des choses plus graves. J'avais un petit slogan que je donnais à mes enfants, mes grands-enfants, mes aînés, quand ils étaient plus petits. Je leur disais, dans la vie, il y a plein de choses chiantes, mais souvent, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que dans notre société à nous, là, on est des oufs. Je veux dire, on a rayé ma caisse, c'est un drame absolu. J'ai plus d'essence, c'est un drame absolu. Il y avait plus de pain, c'est un drame absolu. Netflix fonctionne plus, mais c'est la Il n'y a galère plus de wifi, totale. voilà. C'est la guerre à la maison. Je crois qu'en France, dans les taux moyens de richesse et autres, on a plus que... Enfin, on fait partie des 1% les plus riches du monde. En termes d'acquis, c'est fou. Donc voilà, il y a des choses chiantes, mais pas graves. Et quand il t'arrive le truc grave, tu sais que les autres, c'était que des trucs chiants. Ma conception des choses, c'est qu'on arrive sur Terre avec un bagage, des compétences qui sont là, un caractère, une personnalité, qui fait surtout la personne qu'on est et qu'on devient. Je pense que c'est ce qu'on vit avec les autres, comment on grandit, quelle expérience on retire, expériences douloureuses et fortes font que on grandit peut-être un peu plus vite que les autres et on a cette positivité. On sait qu'il faut rester positif parce que le reste, c'est les petits problèmes, les petits soucis, c'est juste chiant comme tu dis, mais c'est juste chiant. C'est Ouais. tout. Moi, j'avais une grand-mère. On disait, ouais, on disait, oh, elle a une carapace, elle est solide, elle est forte. Même sa peau, tu vois, même sa peau, elle était dure. Ouais. Tu vois, tu sens que c'était Solide. de la campagne, la Madeleine de Guérande, du très solide. Elle traversait les champs, elle avait 5 ans, toute seule, pour aller à l'école. Une demi-heure de marche à travers champs, elle revenait avec son cartable, voilà, en souliers, enfin bref, à l'ancienne, quoi. Et bon, elle a vécu beaucoup de choses. Et moi, je pense qu'elle avait de la couenne et qu'elle avait effectivement une force en elle, mais elle n'est pas née comme ça. C'est ce qu'elle a vécu. Mm, mm, Elle en a vécu tant avec les Allemands, enfin, un truc de dingue. mm. Et donc, je pense que oui, elle était forte, oui, elle était solide, mais elle pouvait en mettre sur les épaules. Mais ses épaules, elles ne sont pas nées solides. Ouais, et puis, et ce que tu dis, Pas d'accord. ça veut dire aussi qu'on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui n'a pas vécu ces choses-là d'avoir un curseur sur la gravité qui n'est pas le même que toi. Tout à fait. Tout Tu à vois, fait. moi, je me suis déjà un peu chamaillé avec ma petite femme, où elle me disait, elle me faisait comprendre, oui, mais bon, avec toi, rien n'est grave. Et en même temps, ça m'a fait réagir. Je me suis dit, mais Jacques, ton expérience, ton curseur, il est là, mais reproche pas aux autres de ne pas avoir ce curseur-là, parce qu'en fait, tant mieux. Puis après, tu t'aperçois que finalement, chacun a son histoire quand même. Toi qui t'intéresses aux gens, tu vois bien que 100% des gens t'ont raconté des choses. Tout à fait. Il y a des choses où tu as fait, oh, bah, dis donc, j'aurais pas pensé. Mais du coup, je comprends aussi pourquoi tu es comme ça. Je te parlais du handicap. Moi, j'ai grandi avec beaucoup de gens autour de moi en situation de handicap, avec une grande sœur en situation de handicap exceptionnelle, un courage absolu. Dans les années 90, école classique, voilà, hyper sollicité, hyper moqué. Déjà, allez, toi au collège, t'as un bouton là, on se fout de ta gueule. Ouais. Alors quand tu viens avec un petit caddie, que t'as du mal à te mobiliser, etc., c'était horrible, horrible. Et elle disait rien. Et elle avançait. Et elle continuait à avancer. Elle écrit des bouquins et elle avançait, elle avance. Voilà. Elle dit toujours qu'elle est fière de nous, ces 3 frères, toi. Ah, je suis fier de vous, les gars, c'est incroyable ce que vous faites. Et moi, je suis fier de mes 2 frères aussi. Et à chaque fois qu'on débriefe entre nous, frangins, on dit ouais, mais on a un guide aussi. Elle se bat pour être heureuse avec rien, en permanence, juste être bien dans sa tête et bien dans son corps. Du coup, la notion de gravité, de trucs chiants, le curseur, tout est révisé. Et nous, on a avancé aussi grâce à ça. Ouais, ça fait partie de ça, les histoires. Ouais. Puis quand tu vis un toi, je suis pas le premier, hein, mais toi, le décès du papa, c'est toujours le truc con, mais on se dit, mais moi j'ai l'impression que tu vois, c'est comme quand je suis devenu papa, je sais que t'es papa aussi. Je pense que je suis devenu une meilleure personne en devenant papa. Et ben je pense que je suis devenu aussi une meilleure personne en perdant mon père, c'est complètement dingue. Mais je pense que c'est vrai, et je pense que c'est ça l'héritage aussi. Toi, il te donne un truc et puis il te fait grandir. C'est parti, quand c'est dans ce ordre-là, on a une chose normale. Ouais. C'est un peu tôt, parce qu'il est parti assez tôt,
Mais n'empêche que voilà, j'aime bien penser qu'il a fait de moi aussi Bien sûr. quelqu'un un peu mieux encore. Ouais. C'est comment tu évolues, parce que changer, j'ai pareil ma petite théorie sur le fait que personne change vraiment fondamentalement. Je pense qu'on évolue, il y en a certains hein, qui changent parce que la vie fait qu'ils se prennent une ou deux claques un peu fortes, notamment la maladie, des choses comme ça qui font ok, là je vais pas du tout dans cette vie qui m'est réservée, que j'ai choisie entre guillemets. Ça, c'est mes croyances à moi. Sinon, globalement, les gens ne changent pas fondamentalement. Ils évoluent ou pas. Ouais. Et là, ce que tu dis de devenir papa, moi, je considère que je suis devenu adulte le jour où je suis devenu papa. Avant, je ne me considérais pas du tout adulte. Papa, adulte, toi. adulte. 5-6 heures dans la journée, je suis adulte. C'est vrai, c'est cool ça. Ouais. Et je suis d'accord avec toi. Je pense pas qu'on change, mais je pense qu'on apprend à maîtriser qui on est. Ouais. Tu vois, par exemple, tu sais, des fois on répète des choses à des gens et malgré nous, on est en train de les créer parce qu'on répète ça. Moi, j'ai le souvenir qu'on m'ait dit à un moment donné de ma vie, un peu plus souvent que d'habitude, que j'étais susceptible. Il n'y a rien de plus vexant de dire à un susceptible qu'il est susceptible, tu vois. Et je prenais mal parce que j'étais susceptible. Et surtout, je prenais mal qu'on insiste là-dessus. Je trouvais ça mais complètement con. Puis après, j'ai essayé de comprendre. Pas pourquoi les gens disaient ça. Pourquoi, effectivement, j'avais sans doute un peu ce trait de caractère. Et j'ai compris. Donc, je ne suis pas moins susceptible aujourd'hui. J'ai juste compris pourquoi je l'étais. Et j'ai compris, c'est parce que je pense que je m'investis beaucoup pour que les gens autour de moi aillent bien. Et que quand je les déçois même un tout petit peu, même si c'est pas grave pour eux, le niveau de gravité pour moi était trop important. Ah, je pensais que tu aurais fait ci. Je pensais que tu m'aurais appelé plus tôt, toi. Il te dit juste ça comme ça, ton pote. C'est ce qui me vexait le plus. Et ça, aujourd'hui, ça me fait plus rien. Parce que je sais que c'est chiant, mais c'est pas grave. Et que les vrais copains, ils savent, etc. Et donc, comme par hasard, j'ai mon ego, et je pense qu'il en faut, mais je me mets plus mal par rapport à ça. Ouais. Et donc, j'ai gardé ça. Toi, j'ai appris à maîtriser ce truc-là. Ouais. Comme l'impulsivité. Parce que du coup, susceptibilité, impulsivité, moi, je pouvais réagir très vite. Plus tranquille. Ouais. Plus tranquille, ouais. Et tu penses pas que ton énergie débordante, elle peut étouffer les gens autour de toi ou sentir, attends, je suis pas à la hauteur, là, Je suis juste ce gars. Je suis juste ce gars qui veut que tout se passe bien et qui peut-être, si tu me laisses la place pour que ça se passe bien, je vais la prendre. Si tu me la laisses pas, je la prends pas, ça me va très bien. Okay. Par contre, si je sens qu'il y a besoin qu'on mette une énergie, parce qu'il faut que ça booste, parce que les gens, ils ont besoin que ça aille bien, ou d'être réconfortés, ou je ne sais quoi. Ouais, je vais faire partie des gens, plutôt des bonnes personnes. Mais on est tous comme ça dans ma famille. Hein. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui disent ça, mais ils sont incapables de le faire. Donc, c'est pas pareil de te dire ah, j'aimerais bien un peu de temps en temps être comme toi. Ça, c'est pas pareil. Ça, c'est presque un compliment. Moi, si tout le monde prend la lumière et que j'ai un peu contribué à ça, ça me va très très bien. Toi qui as vécu un décès récemment de ton papa, ouais. C'est quoi ton rapport à la vie, à la mort? Est-ce que tu penses qu'on part au ciel, on est une âme, on se réincarne? Est-ce que tu as des expériences extraordinaires? Sachant que moi je suis magnétiseur hein, ouais. et plus guérisseur chaman que magnétiseur même. Moi, comme je te dis, je suis issu du Marais de Brière, des guérisseurs, il y en a plein. Mon père était très sensible aux guérisseurs et tout ça. D'accord ? Il se tape un cancer de merde, on comprend l'issue. Et lui, pour essayer de s'apaiser, il a 2 personnes qui viennent le voir. Un gars qui essaye de ralentir le processus. Et un autre qui essaye de l'aider à mieux dormir. Il paraît qu'on a tous quand même des dispositions pour ça. Bien sûr. Mais a priori, et parce qu'il m'avait déjà mis en soin quand j'étais petit pour des verres et autres, tu vois, comme chez les guérisseurs comme tout le monde dans le coin. Comme tout le monde dans le coin, tu vois. On lui avait déjà dit, moi aussi on m'avait déjà dit, t'as une énergie exploitable. Quand mon fils Tim était petit, j'avais été pour les verres, je l'avais posé sur mes genoux, et la dame avait fait un soin. Et elle me disait, je ne peux rien faire parce que vous êtes derrière. Je neutralisais l'énergie en fait qu'elle essayait d'avoir pour soigner mon gamin. Et donc quand il est malade, moi je me dis, mais Rambo, je me parle à moi. Quand je me parle à moi, je m'appelle Rambo. C'est très impressionnant comme nom de famille, toi ça me motive. Ouais. Et je me dis, Rambo, si jamais tu pouvais un tout petit peu aider ton père, ça vaudrait peut-être le coup. Donc qu'est-ce que je fais ?
J'ai acheté 1 ou 2 bouquins. Je vais voir mon père pour le saluer. J'allais souvent aller voir avec ma maman, là. Vu qu'il a eu plusieurs soins avec ces fameux guérisseurs, là, il me dit, bah tiens, Jaco, est-ce que tu peux mettre ta main, tu mets ta main là, telle distance. Il me donne un peu le cahier des charges, enfin la manière dont ça a fonctionné avec le protocole. Je mets ma main, en moins de 3 secondes, j'ai tout mon corps qui est en ébullition et je fais une crise urticaire. C'est-à-dire que je monte en température de partout. Je dois aussitôt enlever ma main, je vais à l'évier, je me mets torse nu, hein, je me mets de l'eau, je mets du froid, je mets mes mains au sol, je renvoie l'énergie comme ce que j'ai pu comprendre, mais sans maîtriser. Donc ça pèse, ça m'a effrayé. Je reçois le bouquin, 2 jours après, je tourne les pages comme ça, puis c'est marqué, en gros, tu meurs pas tout de suite. Hein. C'est-à-dire, fallait pas aller tout de suite sur ce genre de sujet. Voilà, il y a quand même des choses à respecter et tout ça. Bon, j'ai pas trop insisté. J'essaie d'aider mes enfants quand ils ont des maux de ventre ou ce genre de choses, mais en tout cas, j'ai une relation. Je suis assez sensible à ça. Je suis assez factuel. Hein. Moi, j'ai constaté des gens ont été soignés. Je sais qu'à l'hôpital de Nantes, sur le service des grands brûlés, ils utilisent aussi ça. Et d'ailleurs, comme moi, ils cherchent pas à justifier. Ils disent, moi, je constate que j'ai pu soigner la personne grâce à ça. Pour revenir à la relation avec la mort, notre père nous a élevés en nous disant très très tôt dans notre vie que la mort faisait partie de la vie, phrase classique, mais qu'on a entendu des milliers de fois. Donc ce n'est pas grave. Donc ce n'est pas grave. C'est-à-dire que il n'a jamais alimenté de la gravité par rapport à la mort. Ça ne veut pas dire que ça nous faisait rien, ça veut dire qu'on était préservé de ça. Première chose. Deuxième chose, il nous a fait promettre quand il était tout petit, quand nous on était tout petits, que à sa mort, tu sais la fameuse question du petit, et papa, et quand tu vas mourir, ça. Et il dit, ah bah de toute façon c'est pas compliqué les gars. Hein. Alors, il dit, bah nous gars, attends, il y a les garçons, puis avec votre sœur, ce sera pareil. Moi à ma mort, il faudra faire la fête. Parce que ça fait partie de la vie. Et le petit clin d'œil, c'est qu'on l'enterre le 31 décembre. Ok. Et on a fait une grosse fête. Alors, tu sais, avec les chapeaux et machin, à pleurer, à rigoler. C'était ascenseur émotionnel, mais le clin d'œil était incroyable. Parce que voilà, donc c'est ça ma relation. Après aujourd'hui, je ne sais pas comment les morts existent autour de nous, mais ce qui est sûr, c'est que leur passage existe toujours en nous, quoi. Alors, voilà. Je m'imagine très bien quand je fais des choses, je vois sa grosse main sur mon épaule. C'est bien la direction que tu prends ou t'es sûr? Tu vois, des trucs comme ça. Et je sais pas trop là-dedans, mais en tout cas, c'est comme ça, moi, que ça existe. Toi, dans la religion, on parle de la foi. Bah, je pense que c'est peut-être le plus beau mot, là, la foi. Voilà. Croire en quelque chose. Si le quelque chose te fait du bien, mon gars, Vas-y à fond. vas-y à fond, quoi. Il n'y a pas de problème. Bien sûr. Il n'y a pas de problème. Si j'ai une verrue, si j'ai une brûlure, je t'appelle pas. Pas pour l'instant. Tu vois, tu parles de ça, ma main, elle monte en température. Voilà. Pour mes enfants. Les maux de ventre, par exemple, j'ai réussi à faire passer beaucoup, choses comme ça, mais juste en me disant que peut-être, toi, placebo, pas placebo, peu importe, résultat, ça. Ah, tant que ça marche. En tout cas, c'est sûr qu'il y a des énergies. Ça, par contre, je suis convaincu de ça. Ouais. Ma fille, elle avait 6-7 ans et elle avait une verrue sous le pied. Elle avait deux verrues sous le pied. 2 verrues sous le pied. Et puis, je commençais à me former un peu, parce qu'effectivement, on a tous ça en nous, mais l'idée, c'est quand même de le bosser pour éviter ce genre de choses, ce qui t'est arrivé. Moi, j'ai été direct champion du monde, là. Bouillant de partout. Ah ouais, je te jure, Super Saiyan, niveau 4. Je lui fais un soin à ma fille sous le pied, voilà, pour enlever la verrue. On est radiesthésiste aussi. Donc je travaille au pendule et je vérifie à quel moment elle va disparaître. Donc je vérifie au pendule. Il me dit 14 jours et demi. Je le dis pas à ma fille, hein, bien sûr. Elle sait pas que c'est 14 jours et demi. Je le dis à ma femme par contre. On laisse faire. Et puis au bout de 7-8 jours, la verrue en dessous, elle est pas très belle. Elle devient à moitié noire et tout. C'est pas très beau. Ma femme me dit, bah, non mais là on va acheter des produits, on va mettre quelque chose parce que là ça va pas. Je lui dis 14 jours et demi. On est à 8 jours là. On va attendre quand même jusqu'au bout. Et au bout de 14 jours et demi, ma femme était dans le salon, en train de tac, hop, d'enlever la verrue. Hop, et voilà. Fini. Charlotte qui a 6-7 ans, a exactement comme ta fille là. Ouais. Je vais pouvoir te mandater. Tu peux le faire. Ouais, je pense, ouais. Tu dois pouvoir le faire. Je vais faire ça. Sans monter en température. Ouais, exactement. Et bien se nettoyer les mains, les bras, hop, bien sous l'eau froide pour couper le magnétisme. J'ai plusieurs questions, mais j'ai un petit tu préfères. Alors, tu préfères passer une journée avec MJ ou MJ? Michael Jackson ou Michael Jordan? Michael Jordan.
J'imagine. Déjà parce qu'il est vivant. Alors que Michael Jackson... Mais j'avoue que les deux MJ, c'est quand même des gars qui ont bien... Autant je rêvais de dunker que je rêvais de faire le moonwalk. Je l'ai trouvé ce matin, celle-là. Exactement. Et je me suis dit, ah, c'est vraiment pour lui, quoi. Pourquoi une journée, qu'est-ce que tu ferais avec lui? Qu'est-ce que tu lui poserais comme question? Écoute, C'est quoi le programme? Le programme avec Michael Jordan, Ouais. on a tous l'impression qu'on le connaît très bien. Ce que j'aimerais, c'est découvrir un truc que je connais pas de ce gars. Parce que toi, j'ai lu des bouquins, je connais toute son histoire, le décès de son papa, là, tout ça. Toi, ça, par exemple, lui, émotionnellement, aujourd'hui, l'homme qu'il est aujourd'hui, comment son père porte encore le gars Michael Jordan aujourd'hui? Ça m'intéresse. C'est nulle part, ça. Ouais. Je parlerai de choses d'émotion. Ouais. Voilà, le sport, le gars, il n'y a rien à dire. Il faut regarder, il faut comprendre. C'est l'un des premiers athlètes qui a parlé des échecs pour justifier sa réussite, pour apaiser toute la jeunesse, en disant « ma vie n'est pas remplie de réussite ». Elle est remplie en majorité d'échecs qui m'ont permis de réussir après, quoi. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'aime chez lui, mais je n'avais pas besoin de reparler de ça avec lui. On sait, on a compris qu'il était comme ça. Okay. Par contre, juste le normaliser dans ses émotions, ça, je trouverais ça fou. T'as vu le documentaire sur Netflix? Ouais, j'ai vu ça, ouais. L'histoire du groupe, les leaders, les suiveurs, toi, on a tous un rôle à jouer. Gros bosseur. Ouais. Quelqu'un qui n'était pas forcément vu comme l'athlète de basket. Il était moins grand que les autres. Sauf qu'il s'entraînait, il arrivait avant aux entraînements. Après l'entraînement, il refaisait des parties. Il s'entraînait chez lui. Il s'entraînait. Si tu regardes toutes les légendes de tous les sports, on nous raconte ça. Mais bien sûr. Toi, on nous dit c'est le premier arrivé, le dernier parti. Un Cristiano Ronaldo, on parle de ça. Un Antoine Dupont, Wilkinson au rugby. Tout le monde nous raconte ça. Donc, ça veut pas dire que si tu le fais pas, t'es nul. Ça veut dire que pour atteindre ce niveau d'excellence, exactement, si c'est ton ambition, et ce n'est pas grave si tu n'as pas cette ambition, il faut ça. Le personnage vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé le documentaire. Ça m'a porté. Ça m'a rappelé aussi un peu ses époques. Ouais, et puis toi, aujourd'hui, on cherche beaucoup à comparer les joueurs de basket. D'ailleurs, on compare souvent LeBron James à Michael Jordan. Michael Jordan s'est jamais comparé à personne. Il n'a jamais dit je suis meilleur ou moins bon qu'un autre. Il a juste écrit son histoire. Ouais. Et ça, c'est une des qualités incroyables. Ils ne cherchent pas à se comparer. Toi, tu as des gars, enfin, là, ils veulent. C'est quoi? C'est Maradona, c'est Pelé, c'est Messi, c'est machin. Écris ton histoire, mon poulet. Écris ton histoire. Netflix ou Disney? Moi, c'est chaîne de sport. Alors, si tu me mets entre Netflix ou Disney, c'est ta question, je dirais Netflix. Lever tôt ou coucher tard? Historiquement, je suis plutôt couche tard. J'ai l'impression que c'est en train de s'inverser. Ça faisait partie de mes petites résolutions 2025. Okay. Couche-toi un peu plus tôt, lève-toi un peu plus tôt. La mer ou la montagne? Mer. La mer ou la campagne? La mer. Après, si tu me dis la mer ou la Brière, allez, on est collés, hein. C'est la mer. Hein. Tu peux pas à la Brière sans la mer, c'est... Ils sont frères et sœurs. Hein. Je voulais savoir, Jacques, est-ce que tu as un petit conseil à donner aux jeunes qui nous écoutent? Je me demande toujours qui on est pour donner des conseils, tu vois. Quel conseil, toi, tu pourrais te donner à ton toi de 16-17 ans? Tes deux questions sont bonnes, effectivement. Il y a à la fois quel message, quel conseil j'aurais pu me donner. Pas tant que ça. Si j'avais un petit truc, je me glisserais quand même dans l'oreille. Pose des questions à ton père. Le respect patriarcal que j'avais très fort pour mon père m'a sans doute empêché parfois de lui poser des questions qui m'intriguaient sur sa vie, sur son enfance et tout ça. Donc je me contentais de boire ces histoires qu'il racontait à merveille, mais à chaque fois il y avait des questions que je n'osais pas poser, que j'ai un peu osé à la fin de sa vie, mais j'aurais aimé gagner du temps là-dessus. Donc j'essaye avec mon fils, toi j'ai un fils qui a 16 ans, qui a cet âge-là quasiment là, de lui permettre de me poser des questions. S'il voit cette vidéo, que je lui dis Tim, tu peux me poser des questions. Il n'y a pas de souci, je te répondrai. Et pareil pour mes filles, évidemment, mais la relation père-fils, là, je te parle. Communiquer beaucoup, c'est pas bien communiquer. Ouais, pas toujours. Juste communiquer beaucoup. Même s'il y a beaucoup d'amour et tout. Toi, tu parlais d'admiration pour un Michael Jordan. Ouais, est-ce que je vais pas me faire envoyer bouler? Est-ce qu'il va comprendre le sens de ma question? Et je pense qu'à 17 ans, je suis incapable de raisonner comme je te dis là. Ça veut pas dire que j'en ai pas besoin, mais je suis incapable de trouver les mots, les machins, les trucs. Donc ton père, c'était un conteur. Alors c'est quelqu'un qui racontait. Ouais, il racontait beaucoup de choses, beaucoup d'histoires. Il était extrêmement drôle. Beaucoup d'anecdotes. Il a vécu plein de choses. Hein. C'est un raïa d'ici. Voilà, des relations incroyables. Il s'est engagé dans plein de sujets. Donc plein de trucs. Mais tu vois, comme les clowns. Tu vois un clown. Voilà. Les clowns, c'est aussi des gens qui se protègent grâce à ça. Moi, j'en doute que c'est aussi une de mes armes.
On parlait de carapace d'ailleurs de ta grand-mère, mais faire rire, c'est aussi une arme. Bien sûr. Mais il en a pas abusé, hein, mais c'était trop bien. Moi, mes potes, ils étaient fans de lui, ils étaient contents de le voir, ils se marraient tout le temps. Ah, ton père, ton père, ton père. Et puis après, tu te retrouves face à lui et papa, tu vois, c'est fou parce que je suis sûr que c'était possible, mais je sais pas. Mon père, ce héros, quoi. Mon père, Ouais, vraiment ça. le boss. Ah ouais. Et quand il est parti, tu vois, je lui avais lu un texte, je l'appelais mon père ce héros, exactement. C'est ça que j'ai lu à sa cérémonie. J'ai raconté le jour où j'étais le plus fier de lui. Il a fait une course sportive en Brière où il fallait faire du chaland, du kayak, du cheval, du vélo. Et il avait gagné. C'était là, tu sais, à la fête des Champs-Fleuris à Saint-André. Ouais. Et je le revois sur le podium avec la perche et tout. Et moi, j'étais là, mais c'est fou. Il a monté sur un cheval en tapant sur le cul du cheval. Il est monté dessus comme un Indien. Moi, j'étais là, mais c'est quoi, c'est mon père qui fait ça. Et je raconte ça comme dans mes yeux de 8 ans, toi. Clac, 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 clac. Incroyable. Mon père, ce héros. Mais du coup, est-ce qu'il est touchable, intouchable, toi? Voilà. Donc, j'essaye d'être un peu ce héros pour mes enfants en laissant plus la porte ouverte. Accessible. Plus accessible. C'était accessible. Ses retours d'expérience, lui, il était hyper accessible par rapport à ses propres parents. Et ses parents étaient peut-être plus accessibles que toi. On essaie d'être un peu une meilleure version. Il disait, j'espère que vous serez meilleur que moi. Et je pense que c'est ça notre rôle, toi, voilà, un peu mieux. Voilà, j'essaie d'être comme lui, un peu mieux. Il sera content. Et ses fils, ses autres fils, ils sont pareils. Et sa fille, j'en parle pas, je t'ai déjà dit, elle est incroyable. Concernant ta deuxième question, qui est sur la jeunesse, plus globalement, il faut se faire confiance. Ça, c'est très important. Pas trop se comparer aux autres en permanence. Avec les réseaux et tout ça, il y a toujours une frustration, quoi. Moi, quand j'entends des papas qui se lèvent tous les matins pour aller travailler à l'usine, avoir les mains sales à 5 h du mat, en 2-8, 3-8, et que le soir, ils entendent leur gamin qui leur dit « Je comprends pas pourquoi papa, à 50 ans, tu roules pas avec une Porsche », waouh, je suis là, putain, on a un problème là. Prends des décisions en partant du principe que tu es précieux. Je me posais la question, je me suis dit, mais qu'est-ce que je me dirais? Imagine, j'ai 70 ans, et que tu me dis, qu'est-ce que tu te dirais à Jacques Rambaud de 45 ans? Je lui dirais de prendre soin maintenant du gars de 70 ans. Bien manger, bien dormir, sourire, aimer, être aimé. Voilà. J'ai bien dans cet ordre-là. Hein. Pour être aimé, il faut aimer. Tu fais ça, après tu auras du boulot, pas de boulot, des moments, mais ça va, c'est cool. Comment tu travailles au quotidien? Est-ce que tu travailles en musique? Est-ce que tu t'inspires? Ce matin, je bossais à la maison, je faisais des dossiers. Je mets du piano. Et en fait, je fais ça depuis tellement longtemps que mon cerveau, il sait qu'on a un temps là pour être extrêmement efficace de manière apaisée. C'est-à-dire que c'est cool. Et puis, je passe beaucoup de temps en voiture. Je fais 60 000, 65 000 km par an. Okay. J'ai calculé, pour la petite histoire, ça représente 45 jours pleins par an en voiture. 45 fois 24 heures. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que j'estime que c'est du temps perdu ou j'exploite ce temps? Et moi, j'exploite ce temps en écoutant beaucoup de musique. Et souvent, ce que je fais, c'est que quand j'ai un problème, au boulot ou dans le privé organisationnel, pas de problème que des solutions, tu sais, c'est dit ça tout à l'heure, je pose le problème, départ de Paris, et je trouve des solutions, tu vois, en conduisant, en étant vigilant évidemment, mais en réfléchissant à ça. Voilà mes petits rituels. Est-ce qu'il y a une anecdote ou une phrase qui t'a fait vriller, qui a remis en question finalement ce que tu pouvais penser sur un sujet Il y en a deux. Il y en a une qui est issue d'un film qui s'appelle La vie est belle. Les gens ne s'avaient pas vu ce film-là, c'est un film culte, il faut regarder La vie est belle. Roberto Benigni. Et donc on est en Deuxième Guerre mondiale, on a un papa et son fils et sa maman qui sont emprisonnés dans un camp Auschwitz, Auschwitz, je sais plus exactement où c'est. Et le papa, pour que son fils vive ça de la meilleure des manières, lui fait croire que c'est un camp comme un camp de vacances, où il y a des jeux tous les jours. Et il lui promet qu'à la fin, le prix, c'est donc de faire un tour sur un tank. Et donc il y a toute cette histoire-là. C'est-à-dire dans un contexte extrêmement grave, une animosité, une haine énorme, on ne peut pas avoir plus. Et on a du sourire, du partage, de l'amour, de la tristesse, de la joie. C'est fou, la vie est belle. Moi, je dis ça. Là, j'ai un très bon ami qui est en difficulté et la vie est belle. La deuxième, c'est la phrase de ma maman, c'est l'amour est plus fort que la mort. C'est une manière de dire que ça résiste à la mort. Tu parlais de ce qu'on existe un peu après. L'amour, il est là. Hein. Toi, c'est pas lié au taf. Hein. C'est un état d'esprit. Par contre, ça me sert dans le taf. Et donc, les mecs, ils me disent faut vite vider le camion avant midi. Ils sont pas en train de dire même si tu dois mourir.
Et pourtant, le gars, il va se dire, ah bah peut-être je vais pas caler le camion, je vais pas reculer, je vais pas klaxonner quand je vais reculer. Il va prendre des décisions qui vont mettre en danger sa sécurité juste pour remplir un camion à l'heure. La vie est trop précieuse pour que tu prennes pas 2 minutes, 3 minutes pour bien caler le camion, pour bien mettre ta ceinture, pour bien klaxonner quand tu recules, pour mettre les fourches à la bonne hauteur. Et ça, c'est un état d'esprit. Donc ouais, finalement, ça guide aussi ma vie professionnelle, ma vie d'homme en fait. Ah, c'est comme quand tu te déplaces, tu disais tout à l'heure de Paris, Strasbourg, tu vas rouler 10 km/h de plus vite, mais tu vas gagner sur 6 heures, 7 heures, tu vas gagner une petite heure, même pas. Finalement, ça n'a pas de sens. Pas de sens. Tu prends vachement de risques pendant 6 heures pour finalement gagner un sixième ou un septième de... Ouais. Moi, ça m'est arrivé de m'arrêter à 20 minutes de chez moi et m'endormir, et m'arrêter et dormir. Et me réveiller à 2 h du matin. Et tout le monde était inquiet, mais j'étais vivant. Mais je me suis arrêté parce que j'étais éclaté. Et un jour, je récupère un client à Brest. Puis je vais à Brest et on me met dans un bureau avec un monsieur. Et ce monsieur s'appelle Marcel. Et c'est une boîte qui travaille dans la maintenance la maintenance des navires de la Marine nationale, de la douane, tout ça. Et je suis dans un bureau avec ce monsieur-là, je suis en face, tout là, je travaille. Et tous les mois, je vais dans cette boîte. Et ce monsieur me parle jamais. Il me dit bonjour, il est très poli, extrêmement réservé. Donc c'est un monsieur qui a plutôt la génération de mon père, quoi, un peu plus jeune. Et puis je lui dis, Marcel, comment ça se fait que tu travailles dans la marine, tout ça? Et il me dit, bah moi, ça fait très longtemps que je suis marin, je faisais partie d'un bagad. Je dis, ah bon? Ah, c'est fou parce que moi, j'ai mon oncle, j'ai un de mes oncles, là, qui faisait partie d'un bagad aussi. Et le gars, il ferme la porte, il fond en larmes. Il me dit, Jean-Marie? Je dis, oui. Jean-Marie Rambaud, c'est ton oncle? Je dis, oui. Jean-Marie Rambaud, c'était mon meilleur pote. Et mon oncle Jean-Marie Rambaud, il est décédé en 77, à 17 ans. Ils sont partis, le bagad, jouer dans le sud de la France. L'avion s'est crashé, ils sont tous morts. Et pas Marcel, qui n'a pas pris l'avion parce qu'il avait un contrôle, des devoirs à faire. Il n'y avait aucune raison qu'on parle de ça, il n'y a aucune raison que j'aille dans cette boîte-là. Donc à ce moment-là, je connais des choses sur mon oncle que même mon père ne sait pas. Donc le soir, j'appelle mon père, je lui explique et tout. Je retourne le mois suivant. Parce que lui, il souffrait d'être survivant. Il était invité au Noël, à la place des fils morts, toi. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux venir un jour, mon père il habite à Saint-André-des-Eaux, il habite Saint-André-des-Eaux. Et mon nouveau meilleur pote, il habite à Saint-André-des-Eaux. Je dis, c'est incroyable. Donc il est venu, et un jour il est venu, il s'est garé. Mon père est sorti de la maison, il l'avait jamais vu, mon père. Il savait que c'était lui. Il l'a vu, il a fait Marcel, oui. Ils ont parlé 2 heures ensemble, ils se sont jamais revus. Ils ont échangé, hein, un frère et un frère d'armes, pour le coup on peut dire ça. Et ça c'est le kiff d'oser parler à l'autre. Je leur ai pas parlé, je suis passé à côté de ça. J'ai pu informer ma mamie qui était encore vivante d'éléments qu'elle ne savait pas sur son petit garçon. Ouais. Incroyable. Il est clair qu'il n'y a pas de hasard. Non. Ça n'existe pas, le hasard. La chance, tout ça, nous, ça ne marche pas comme ça. Tout est mis en œuvre là-haut pour que, paf, paf, tiens, là, toi, tu vas rencontrer lui. Et si effectivement, tu ne brises pas la glace, tu parles pas, tu fais pas le truc. En tout cas, tu as cette opportunité. Ça dépend de toi. L'opportunité. Ouais, exactement. Ça, c'est ton libre arbitre. Ouais. T'en fais ce que tu veux. Mais là-haut, ils ont tout mis en place. Ils disent, bon, maintenant, voilà, allez-y, les gars, vous n'avez plus qu'à vous parler. Et ben, ça a été ça. Un kiff de fou. Et ce monsieur, je l'appelle Tonton Marcel. Et on s'envoie un message 1 à 2 fois par an, sans plus. Bon anniversaire. Il est en retraite maintenant. C'est un vrai kiff de l'avoir. Je suis content. J'ai jamais connu mon oncle parce que je suis en 80, il est décédé en 77. Ouais. Et c'est un peu, tu vois, ça c'est cool. Et ça, c'est le boulot, les rencontres. Ouais. Les choses qu'on mesure moins, rien n'arrive par hasard, il y a des choses qui doivent se passer comme ça, t'intéresser à l'autre. Ouais. Coluche disait ça, il dit, pour se moquer de quelqu'un, faut l'aimer, et pour l'aimer, il faut le connaître. Je dis souvent, en formation, mais finalement c'est la vie c'est une sorte de décision. Quelle décision tu prends? On parle d'objectif, pas les gens vont dire être millionnaire, avoir une Porsche à 40 ans, je sais rien. Et l'objectif, déjà de passer une bonne journée. Ce matin, je me suis dit, je vais bosser et je vais retrouver Romain et son programme. Je suis très excité. C'est cool. Ouais. Ma femme, elle a du taf aujourd'hui. Je prends le relais avec les enfants ce soir. C'est cool. Objectif comme ça. Arrêtons, on verra après le reste. Tu sais, au Mexique, ce qu'ils disent, mañana es mañana. Demain, c'est demain. Demain, c'est demain. Ouais. C'est-à-dire vraiment que pour eux, ils font une sorte de reboot à la fin de la journée. Le lendemain, ils repartent sur une nouvelle journée. Ouais. Comme nous, on part sur une nouvelle
Nous, on voit à 10 ans, eux, c'est le demain. On verra ça. Demain, c'est une autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y penser, mais vraiment, ça ne doit pas guider ta vie. Ça veut dire qu'ils Si sont c'est à la vraiment dans Réunion, l'instant présent. Mais oui, tu sais, à La Réunion, ils disent, je crois que c'est La Réunion, mais peut-être je me trompe, mais chez vous avez des montres, chez nous, on a le temps. C'est Parfait. ça. Ouais, c'est ça. Trop bien, ça. Ouais. C'est trop bien. Mais ouais, la vie, elle est trop chouette. Elle est précieuse. Elle est courte, elle peut être très violente dans l'autre sens. Passons une belle journée. Et disons à ceux qu'on aime qu'on les aime. Et ouais, c'est cool, ça. L'amour plus fort que la mort. L'amour plus fort que la mort. La vie est belle. Et la vie est belle. Voilà. Si mes enfants ils retiennent ça de moi, et il y a des choses chiantes, mais souvent c'est pas grave. Ouais. Puis c'est pas culpabilisant comme phrase. C'est une phrase qui, même quand tu l'as dit, ça va mieux. C'est des mantras. Hein. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, Jacques. Je voulais remercier le hangar qui nous accueille ici à franchement, Saint-Brévin. j'en profite parce que moi j'adore découvrir des entreprises et des cadres de travail. Là, on est dans un super cadre. Je ne savais même pas qu'il y avait ça ici. Hyper bien. Très bon accueil. Les locaux sont incroyables. Donc je te remercie parce que moi, ça m'a fait du bien aussi de passer un temps dans un environnement bienveillant. Donc c'est cool. Il y a une petite histoire aussi ici. Merci. Merci, Jacques. Merci à toi, Romain. Et puis l'année prochaine, tu viens pour la Allez, saison 2. On se tient au courant. Ok, Ça marche. top. Merci.